Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Marie Cohuet. Sa photo a fait le tour du monde. C'était pendant la dernière Fashion Week. On la voit au milieu des mannequins tenir une banderole barrée de la mention « Overconsumption égale Extinction ». Je me suis toujours demandé ce qu'on ressentait pendant une action de désobéissance civile. Pas une action gratuite, mais une action politique et citoyenne avec des objectifs bien précis. Quand j'ai vu cette jeune activiste de 26 ans infiltrer le défilé Louis Vuitton pour dénoncer les dérives de l'industrie textile, j'ai sauté sur l'occasion pour la recevoir sur le podcast. Alors comment prépare-t-on une mission comme celle-là ? Pourquoi prendre le risque de finir en garde à vue ? Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'infiltrer le défilé d'une marque de luxe ? Avec Marie, nous avons parlé de Primovis, de responsabilité politique et de tapis rouge. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement. Alors pour cette première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton infiltration au défilé Louis Vuitton, nous raconter un peu comment tu as réussi à rentrer, surtout comment tu as réussi à défiler ? Oui, on était 5 activistes en tout à pouvoir et à vouloir s'infiltrer dans le défilé. Donc nous, on est vraiment arrivés quelques heures en avance. Le défilé, il était au Louvre. Donc le but, ça avait été vraiment de chercher quel type de mensonge on allait pouvoir inventer pour entrer et de voir un peu qui travaillait là, comment, pour essayer d'embrouiller les gens à l'entrée. Donc on a réussi à rentrer. Et en fait, on s'est retrouvés sous la pyramide du Louvre, en étant censé... moi aller au dressing parce que j'avais dit que j'allais au dressing et puis d'autres avaient d'autres missions et là tout le problème c'était de se cacher pendant les 3-4 heures qui nous séparaient du défilé parce que on voulait pas se faire prendre par des gens qui nous auraient demandé ce qu'on faisait ici. Donc moi je me suis un peu cachée surtout dans des toilettes et puis quand on s'est approché de l'heure du défilé, il y a la personne qui était notre contact à l'intérieur qui nous a dit là il va commencer à falloir appliquer les gens sont en train d'arriver et de s'installer. Et du coup, il nous a aussi dit qu'il vérifiait les invitations, ce qui n'était pas un truc qu'on avait prévu, parce que normalement, il y avait une seule barrière. On se disait qu'en arrivant suffisamment en avance, ça passerait. Mais du coup, il nous a dit d'y aller au culot, donc on a essayé. Et moi, j'ai eu de la chance, parce que le moment où je suis passée, c'était le moment où Catherine Deneuve est arrivée. Donc il y a eu une espèce de grosse focalisation des regards sur elle. Donc moi j'ai pu me glisser derrière, entrer et puis prétendre être au téléphone, regarder droit devant moi et aller ensuite me cacher dans cette espèce de pièce qui était absolument magnifique avec tous les tapis rouges, les lustres, c'était vraiment très très beau. Donc après commence une petite demi-heure qui était vraiment très longue parce qu'ils ont eu du retard pour commencer le défilé où on s'est caché au mieux dans la pièce, donc principalement en étant au téléphone de mon côté, en regardant le mur pour éviter que des gens me parle. Et puis donc quand le moment est venu de s'asseoir, fallait être un peu chanceux parce que tous les sièges étaient nominatifs, donc il y avait des petites invitations hyper belles sur chacune des chaises. Et du coup nous on s'est moi je me suis assise à un endroit, personne n'est venu me le réclamer, donc j'étais très heureuse de ça. Et je me suis retrouvée pile en face de l'endroit où les mannequins sortaient au début. Donc les mannequins ont commencé à sortir. Y avait une personne qui n'avait pas eu tout le brief et qui a commencé du coup à vouloir défiler tout de suite. Nous on voulait attendre 5 minutes mais qui elle a quasiment à 2 minutes après le début du défilé s'est lancée. Et là j'ai vu, elle est passée juste derrière moi et j'ai vu qu'elle se faisait plaquer très très violemment par des agents de sécurité parce qu'on était encore dans un renfoncement d'une porte, donc pas dans l'allée centrale, et du coup ils pouvaient faire ça de façon assez discrète.
Donc j'ai profité du fait que cet ami se fasse écarter pour me glisser aussi sur le tapis, derrière, entre deux mannequins. Et puis pour déployer ma banderole. Et voilà. Et du coup, j'ai pu parcourir l'allée centrale. Et oui, quand même, tu as réussi à montrer ce message qui a été filmé, qui a été relayé aussi dans la presse étrangère. Donc, c'est quelque chose qui a pas mal marqué les esprits. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marché sur ce catwalk avec ces mannequins pendant le défilé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? C'est vraiment un moment qui a été hyper vite. Et du coup, j'ai assez peu eu le temps de penser, mais je me suis un peu... il y avait une grosse dimension inquiétude de ma banderole où j'étais en stress qu'elle soit pas dans le bon sens et qu'elle soit vrillée, que le message soit à l'envers, que ça ait l'air ridicule plutôt qu'impactant. Et quand j'ai réalisé que c'était dans le bon sens, j'étais juste vraiment très soulagée qu'on ait réussi à défiler dans l'allée, que ce soit aussi la fin là, de cette espèce de 3 heures de cache-cache qui était un peu difficile pour les nerfs. Mais voilà. Je me doute, ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti après ? Une fois que tu as été exfiltrée, j'imagine de façon un peu musclée, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était très bizarre ce moment parce que je suis passée vraiment de cette ambiance de défilé avec cette espèce de musique qui devait être un arrangement de Woodkid très très fort, une musique très belle mais très oppressante, les lumières, les dorures, le tapis rouge, le cristal, tout ça, à d'un coup me faire expulser par une petite porte sur la rue de Rivoli où il pleuvait mais... à cœur joie, quoi. Et du coup, il y avait un sentiment de contraste qui était vraiment très bizarre. Enfin, je sais pas, j'étais un peu tremblante là sur le trottoir à me dire ok, c'est bon, bizarre, personne ne me suit, très bien. T'as réalisé ce que t'avais réussi à faire ? Assez rapidement ensuite, mais non, sur le coup, j'étais juste un peu perdue sur ce bout de trottoir. Je me doute. Comment on prépare une action pareille ? J'imagine qu'il faut quand même un petit peu d'enquête en amont pour savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc, comment ça se prépare ? Nous, vraiment, on défile pas ou on prépare pas des actions comme ça pour s'amuser. Tout part vraiment du message politique. Donc, on essaye toujours de définir en fait ce qu'on cherche à dire, d'identifier un problème sur lequel on a besoin de mettre la lumière. Et après, on définit quel type de stratégie on a besoin. Donc des fois, c'est juste, je vais aller rencontrer des députés et leur parler pour qu'ils déposent une proposition de loi. Et des fois, on se rend compte que c'est pas suffisant parce qu'en face, il y a des intérêts qui sont trop importants et qu'ils ont besoin de coups de pression médiatiques ou d'images supplémentaires. Et là, on va utiliser une espèce d'arme supplémentaire à notre arsenal qui va être la désobéissance civile. Et dans lequel on va nous s'infiltrer, là, en l'occurrence, dans ce défilé. Pour la préparation, après, en elle-même, il y a plein de dimensions qui vont de la logistique, peindre les banderoles, organiser, définir quel message on met dessus, les acheminer, les planquer, trouver un matériel qui soit suffisamment fin pour se planquer dans les sacs et résister à la fouille. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis, recruter les gens, donc trouver une petite équipe qui soit... à la fois qui ait envie d'y aller et puis qui passe bien... pour entrer. Donc nous, comme on savait que potentiellement les gens là-bas allaient se faire filtrer en étant plutôt grands, plutôt fins, parce que du coup, c'était les critères d'emploi de ces trucs-là, on a envoyé des gens qui pouvaient potentiellement correspondre. Et puis après, il y a tout un travail d'enquête de ok, comment on fait pour entrer, qui travaille là, comment ça fonctionne. Il y a des gens en interne qui vous ont aidé ? Alors oui et non, il y a des gens qui nous ont donné des informations, mais qui n'étaient pas des gens en interne, qui étaient plutôt des gens qui gravitaient. Qui savaient comment ça se passait ou qui avaient pu le voir. Oui, exactement. D'accord. Et quelles étaient alors vos revendications concrètement pour cette action ? Qu'est-ce que vous demandiez ? Quels étaient les objectifs, quoi ? Nos revendications, elles s'articulent vraiment autour de 2 grandes choses qui sont de partir d'un constat, en fait, qui est qu'aujourd'hui, l'industrie textile, c'est des impacts qui sont complètement démentiels par rapport à l'urgence climatique dans laquelle on est. Et c'est des impacts aussi sur les droits humains qui sont très forts avec énormément soit de travail forcé, soit d'exploitation avec des salaires qui sont hyper ridicules dans des pays dans lesquels la main-d'œuvre est délocalisée. Et du coup, le but, c'était d'utiliser Louis Vuitton comme un symbole de cette industrie de la mode. Donc, bien sûr, en étant conscient que c'était pas uniquement Louis Vuitton et que la fast fashion, c'était probablement le problème principal, mais en fait, en se disant qu'en fait, c'était important parce qu'eux avaient une telle visibilité, une telle notoriété, d'aller taper à cette porte-là aussi, et d'utiliser ça pour porter nos revendications. Nous, le but, c'est qu'on arrête d'avoir une primo vis pour les entreprises les plus polluantes et les plus dévastatrices en termes de droits humains. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un système où les entreprises qui vont
produire dans les conditions les plus dégueulasses et qui vont exploiter des gens vont être celles qui vont avoir un avantage compétitif sur le marché mondial par rapport à des entreprises qui essayent de faire dans de l'éthique. Et ça coûte moins cher de produire loin et mal que de produire au plus proche et mieux, quoi. Exactement. Et du coup, nous, ce qu'on demande, c'est très concrètement qu'on ait des volumes de production qui soient fixés. Donc, on est sur une planète aux ressources limitées. On ne peut pas continuer à produire à l'infini et comme tout le monde le veut. Il faut le faire en fonction de ce qu'on a comme ressources. C'est qu'on limite aussi le nombre de collections. Et après, il y a tout un champ qui est à repenser. Et ça, c'est pas nous qui avons la solution en tant qu'organisation écologiste tout seul. Il y a juste une espèce d'équilibre à trouver en mettant tous les acteurs du secteur, les scientifiques, les données qu'on a sur les droits humains autour de la table, et en fait de se dire, ok, maintenant, comment on travaille ensemble et comment est-ce qu'on crée un secteur qui soit compatible avec le monde dans lequel on est. Bien sûr. Et c'est possible, d'un point de vue législatif, d'un point de vue politique, de réduire le nombre de collections. C'est vrai que je partage complètement ton avis. Enfin, je pense que c'est l'enjeu principal aujourd'hui, c'est cette surproduction. Mais je me pose toujours la question de est-ce que d'un point de vue légal, c'est possible d'imposer à des groupes étrangers comme H&M ou Inditex qui sont pas français, de leur imposer des maximums de production ou de collection en France, quoi. Nous, c'est vrai que notre action, elle visait aussi beaucoup le gouvernement Macron, qui est très bon justement pour utiliser ça comme une espèce d'excuse de non, mais on peut pas faire, vous savez, si jamais on régule en France, les entreprises iront polluer ailleurs, l'impact sera nul. Enfin voilà, ils sont très très bons pour faire ça. Alors même qu'en fait, on a vu qu'il y a eu des opportunités législatives qui sont arrivées il y a assez peu de temps. Je pense à la loi climat, dans laquelle il y aurait des choses qui auraient pu être mises en place. Et par exemple, quelque chose de très simple, c'est qu'ils ont refusé de légiférer sur la question des publicités pour les produits polluants. Et du coup, arriver derrière en disant non mais c'est un choix du consommateur, c'est au consommateur de choisir l'éthique, machin, alors qu'on se fait bombarder de milliards de messages publicitaires à longueur d'année, c'est une posture qui est pas tenable en fait et qui est complètement hypocrite. Même si on est effectivement, personne dit que c'est simple et qu'on est dans des systèmes politiques simples, on est imbriqué dans des régulations avec l'OMC, avec l'Union européenne, qui font qu'il y a des règles effectivement qui peuvent être difficiles à bouger. C'est vraiment de l'hypocrisie politique de dire que c'est impossible en fait. Et les associations, justement, elles travaillent à apporter des solutions un peu clés en main au gouvernement qui ensuite refuse de les appliquer. Mais on voit que c'est possible. Enfin, je veux dire, quand on voit la loi sur les invendus non alimentaires, par exemple, où maintenant ce sera interdit à partir de début 2022 de détruire des invendus de la part de marques en France, on aurait pu se dire, de toute façon, ça sert à rien, elles vont le faire ailleurs. C'est la preuve qu'en fait, quand on veut, on peut imposer des lois, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Vraiment, nous, c'est aussi ce en quoi on croit. Encore une fois, on ne fait pas des actions juste pour faire des coups d'éclat qui font parler. On fait des actions parce qu'on croit qu'on est dans un système dans lequel, si on met une pression citoyenne qui est suffisamment forte, on va pouvoir réformer nos institutions. Oui, selon vous, il faut une mobilisation citoyenne, quoi. Sans la mobilisation citoyenne, on n'y arrivera pas. Oui, plus qu'une mobilisation, en fait, il faut même qu'on soit un contre-pouvoir parce que le gouvernement Macron ne va pas sortir sur le perron de l'Élysée pour nos beaux yeux en disant on a compris l'urgence climatique et dès demain, on a finalement lu le rapport du GIEC et on part sur des mesures ambitieuses et à la hauteur. En fait, c'est une question d'intérêt et c'est une question de qui pèse plus fort en termes d'intérêt économique et de poids politique. Et la seule façon pour moi d'aboutir à une société qui soit soutenable et d'une façon qui soit... qui reste non violente, c'est de le faire en réformant nos institutions et ça on n'y arrivera que si on crée un mouvement social, citoyen qui soit suffisamment fort. C'est vrai que c'est compliqué parfois d'entendre, de se dire attendez, les scientifiques tirent vraiment la sonnette d'alarme aujourd'hui, pourquoi ça bouge pas, quoi. C'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de l'entendre, je trouve. Enfin, c'est de plus en plus compliqué de l'entendre. Oui, complètement. C'est sûr que quand on lit par exemple le morceau du rapport du GIEC qui est sorti en août, qui promet un peu l'apocalypse si jamais on bouge pas, alors même qu'en fait toutes les solutions on les a. Donc c'est ça qui est très frustrant, c'est que si jamais le changement climatique c'était juste un problème scientifique, ça fait belle lurette qu'on l'aurait réglé, mais c'est pas le cas. C'est vraiment des enjeux politiques et c'est des enjeux de pouvoir.
Et du coup, on n'a pas d'autre option que de se mobiliser. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que donc sur ta banderole, il y avait écrit surconsommation égale extinction. Mais votre message, c'était de dire qu'en fait, la surproduction, c'était le problème. Du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que le message ait été un petit peu peut-être perdu ou mal compris? Parce que c'est vrai que faire reposer tout sur le poids des consommatrices et des consommateurs, c'est compliqué aujourd'hui et c'est pas votre message en plus. Non, tout à fait. C'est sûr que nous, notre but, c'est pas d'aller en priorité culpabiliser les consommateurs, d'autant plus qu'il y a plein de gens qui sont dans des situations économiques qui leur permettent pas d'acheter des t-shirts made in France à 200 € pièce. Enfin voilà, et puis après, c'est jouer à armes inégales en termes de, encore une fois, face au poids de la publicité, face au poid du capitalisme qui nous répète que notre valeur, c'est ce qu'on achète et que, enfin voilà, c'est très compliqué d'arriver, d'être dans une posture où on peut dire que le consommateur est à égalité et que c'est lui qui a le pouvoir. Donc non, c'était pas notre message. Après, normalement, on était 5 à devoir défiler, donc il y avait d'autres messages qui devaient passer et qui étaient un peu plus politiques. Et après, et ça c'est une réflexion plus personnelle dessus, mais je me demande aussi si le message aurait été autant repris si on avait parlé de surproduction, parce que j'ai l'impression que là, il y a énormément de... Enfin, ça a été quelque chose où nous, on a essayé de beaucoup travailler après pour expliquer que... Enfin, pour recadrer en fait notre message et dire qui on visait et nommer en fait l'industrie textile et le gouvernement français comme les responsables et comme ceux qui ont les clés aujourd'hui pour réformer le secteur. Mais en fait, on se demande si, par exemple, la banderole avait été Macron, LVMH complice, si ça aurait été autant repris et autant diffusé. Parce que là, il y a plein de gens pour lesquels les actions individuelles, ça va parfois être une porte d'entrée et qui vont ensuite comprendre qu'il faut la jouer collectif et que c'est pas nos actions individuelles qui vont changer la donne dans la situation dans laquelle on est. Oui, c'est vrai que parfois, il faut une prise de conscience personnelle avant l'étape plus citoyenne ou plus politique, quoi. Donc c'est vrai que c'est une interrogation sur savoir si le message aurait eu autant de valeur. Et je suis tombée, pour préparer cette interview, je suis tombée sur un article, c'est d'un journaliste anglais dans Fashion United, qui disait que Louis Vuitton, c'était vraiment pas la bonne cible pour faire passer ce message, parce que la maison, directeur artistique des collections femmes, mettait plutôt en valeur l'artisanat, la transmission des vêtements. Enfin, c'est ce qu'on voit beaucoup, le luxe, l'artisanat, ce genre de message. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ce journaliste ? Je lui dirais 2 choses. La première, c'est de dire qu'il ne faut pas être naïf et qu'on est quand même dans un moment où tout le monde se bat pour l'espace médiatique et où en tant que citoyen et citoyenne, on est quand même hyper sous-représenté par rapport à la soupe qu'on nous sert au quotidien. Et du coup, c'est très dur de faire passer nos messages. Et si on avait été faire un happening dans la zone commerciale de Rambouillet, dans le Zara, on n'aurait vraiment pas eu 1/1000 de l'attention médiatique qu'on a eu là. Donc évidemment qu'on a besoin d'aller atteindre des symboles et des choses qui soient... en fait, c'est aussi important, même dans la symbolique politique, d'aller chercher les marques qui se prétendent les plus exemplaires, les plus artisanales et les plus reluisantes et d'aller les titiller sur leurs manquements. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que justement, on entend beaucoup... que LVMH, c'est beaucoup le petit artisanat, que ça emploie énormément de monde en France. Dans les faits, oui, ça emploie énormément de monde en France, mais pas seulement. Il y a quand même 60% de la production qui est délocalisée. Pour donner un exemple aussi, il y a eu un scandale il y a quelques années sur l'approvisionnement des cuirs, où ils s'approvisionnent en Italie chez des sous-traitants qui utilisent des personnes sans papier comme main-d'œuvre et qui les sous-payent et qui les exploitent avec des quantités de travail par jour qui sont un peu estomacantes. Sans protection d'ailleurs, pour traiter le cuir de façon... J'avais vu le reportage. Oui, de cache investigation. Exactement. Dans des Exactement. conditions un peu déplorables, quoi. C'est ça. Et ça, pour approvisionner une marque qui vend des ceintures ensuite à partir de 750 € pour les modèles les moins chers, c'est quand même un truc qui est un peu choquant. Voilà. Et après, le dernier élément, c'est aussi de dire qu'il y a quand même une certaine... complicité et un certain rapprochement entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault, et c'est aussi important comme symbole de comment les intérêts privés peuvent s'immiscer dans les intérêts publics, en fait, et peuvent s'immiscer dans... Enfin voilà, la politique, ça devrait être l'expression de l'intérêt général, et le fait d'avoir des gens qui murmurent à l'oreille
d'Emmanuel Macron et qui pose des lignes rouges sur les réformes qu'il convient de faire, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Ouais, on l'a vu avec la Convention citoyenne, pour en avoir parlé avec Brune Poirson, qui était l'ancienne secrétaire d'État chargée de la transition écologique, qui le dit entre les lignes, qu'effectivement, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait faire parce que y a des lobbies qui sont tellement puissants que, en fait, on perd l'intérêt du citoyen, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a quelques jours, c'est une anecdote qui est mi-amusante, mi-terrifiante, mais il y a le PDG de Total qui a été... alors, je crois que c'est des journalistes qui ont récupéré un enregistrement où il appelle Emmanuel Macron le petit, en disant « Ah, j'ai vu le petit ». Voilà. Enfin, juste... Et en fait, simplement, le fait de se dire qu'un PDG d'une multinationale aussi destructrice que les Total... appelle quelqu'un qui est censé représenter l'intérêt général et qui est censé être au gouvernement pour porter l'intérêt général. Le président de la République, quand même. Le président de la République, bon, j'ai parlé au petit, c'est quand même un truc qui est un peu... qui est entre absurde et glaçant. Ouais. Oui, effectivement. On a rapidement parlé, on en a parlé des propositions, qui selon toi seraient nécessaires pour transformer l'industrie textile. Alors effectivement, il y a la surproduction, donc limiter le nombre de collections, le nombre de vêtements. Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions possibles pour réformer cette industrie, selon toi ? Après, ça, c'est des propositions de cadre. Après, à l'inverse, il y a tout le développement des alternatives qui est intéressant. Et ça, en fait, il y a plein de pistes et c'est pas nous, en tant qu'ONG, qui sommes en première ligne face à ça. Je pense à la coalition, par exemple, qui s'appelle En mode climat, qui avait publié en juillet une tribune en expliquant justement tout ce principe de la primovis et en disant qu'elle produisait dans des conditions qui étaient des conditions éthiques, en prenant soin... Il y a 300 marques maintenant à peu près dans la coalition. Ouais. Et du coup, c'est quand même... c'est pas rien. On n'est pas face à deux huluberlus qui tressent de la laine sur le Larzac, quoi. C'est très bien aussi, ce serait très bien, mais en fait, juste en termes de... on n'est pas face à quelque chose de marginal. Il y a des marques qui font les choses bien. Et du coup, ça vient ajouter aussi au truc de dire, c'est possible. On n'est pas juste face à un système qui nous contraint, où tout est perdu et où de toute façon, on n'arrivera pas à réguler. Donc il y a toute cette dimension-là. Après, il y a une dimension publicité dont on a déjà parlé, je pense, qui est importante. Ouais. Et puis voilà. Oui, ce qui est déjà pas mal. Dans un monde idéal, elle devrait ressembler à quoi, selon toi, l'industrie textile, la mode aujourd'hui ? Si tu devais dire, on part d'une feuille blanche, la mode, elle devrait ressembler à ça aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment pas la prétention de le savoir, d'autant plus que c'est pas mon métier de base, l'industrie de la mode, et du coup, j'ai pas été impliquée dans des chaînes de production, je sais pas quelles sont les contraintes qui peuvent s'opérer, je connais pas bien les matières, mais en fait, je pense qu'on a déjà... la première solution, c'est de se dire... c'est vraiment de se poser avec les acteurs du textile, avec les gens qui y travaillent aussi, pas uniquement avec les gens qui dirigent, et puis de se dire, ok, qu'est-ce qu'on garde des savoir-faire, qu'est-ce qu'on garde des chaînes d'approvisionnement, comment on produit, au vu des contraintes qu'on a, au vu des contraintes climatiques qu'on a, en considérant le fait qu'on a envie d'arrêter d'exploiter les gens. Comment on fait ? Et du coup, je pense que là, il y a plein de choses qui sont inventées, il y a aussi plein de choses qui existent déjà. Mais c'est important de rappeler d'ailleurs que, alors il y a l'urgence climatique, mais que dans cette urgence climatique, il y a un gros volet social aussi. Faut pas l'oublier, parce que je pense au Fashion Pact, par exemple, où il y a eu beaucoup de bruit autour de l'environnement, de la biodiversité, mais que l'aspect social a complètement été mis de côté. Donc, c'est aussi important de le rappeler, quoi. Non, mais exactement, parce qu'il y a, par exemple, un des gros problèmes avec l'industrie textile, c'est que c'est beaucoup sous-traité dans des pays, par exemple, qui vont utiliser de la centrale à charbon comme unité d'énergie, et du coup, ça, c'est hyper polluant, et c'est ça qui crame le budget carbone. Mais en fait, c'est pas parce qu'on va foutre 3 éoliennes sur le toit de ces usines-là pour alimenter les chaînes de production qu'on va résoudre le problème. Si jamais si on continue à exploiter les gens, on aura juste une solution qui sera partielle, qui sera un cache-misère. Ouais, exactement. C'est vrai que en analysant un petit peu les retombées qu'il y a pu avoir autour de la vidéo, de toi défilant avec ce message au défilé Louis Vuitton, j'ai eu l'impression que l'opinion publique soutenait plutôt cette action, ce qui est assez d'habitude, il y a beaucoup de messages assez négatifs quand on voit ça, mais ça sert à rien, nanana. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même vachement de soutien. Comment t'expliques ce changement ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai changement de l'opinion publique là. Ouais, moi j'ai été très surprise de ça. J'ai été vraiment parce que pour avoir fait d'autres actions, parfois sur d'autres secteurs, parfois sur les mêmes sujets, d'habitude on a
je sais pas, on a plus un ratio 70 négatifs, 30 positifs, et encore les bons jours, quoi. Et en plus, d'habitude, dans les médias, c'est traité d'une façon où on est beaucoup présenté comme, je sais pas, des gens marginaux qui se cherchent des raisons d'exister. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu non seulement, effectivement, énormément de soutien sur les réseaux sociaux, moi, sur les messages que j'ai reçus, sur énormément d'aspects, mais en plus, sur la question climatique, j'ai l'impression que nos messages politiques n'ont pas été tout à fait invisibilisés, que même si on a eu cette espèce de concentration sur le consommateur, par exemple, tous nos messages sur le gouvernement, ils sont aussi passés, ce qui est quand même pas toujours le cas. D'habitude, on a tendance beaucoup à réduire ce qu'on fait. Je pense à ce qu'on a pu faire sur Amazon en disant non mais en fait vous voulez empêcher les gens de vivre alors qu'en fait c'est pas le point, et juste on est en train d'essayer de montrer la prédation dans les systèmes économiques qui nous font vivre. Mais donc moi là j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait une espèce de basculement. Je sais pas si c'est l'action en particulier et que c'est coup de bol parce qu'au début elle a été reprise par des gens qui étaient plutôt sympathiques, qui l'ont repris par avec de façon sincère, en expliquant bien les messages, et que du coup après ça devenait beaucoup plus difficile à détruire, en tout cas de contrer cette rhétorique, parce qu'il y avait beaucoup déjà de soutien. Je pense qu'il y a quand même, on fait des avancées dans la bataille culturelle petit à petit. Il y a tout ce qui s'est passé cet été là avec les dômes de chaleur au Québec, les incendies absolument monstrueux un peu partout, les inondations en France, en Allemagne. Il y a plein de gens qui, au-delà, c'est une chose d'entendre parler de réchauffement climatique à l'école ou dans les journaux une fois par an, c'est une autre chose de le ressentir dans sa chair, de connaître des gens qui ont dû être évacués, de voir qu'on a de la famille qui a été affectée. Et du coup, je pense que petit à petit, il y a quand même une espèce de basculement qui s'opère où toute cette inaction, elle devient de moins en moins tolérable, quoi, et où en plus, je pense que tout ça se couple à un climat social qui est quand même hyper tendu en ce moment, parce que les gens vivent pas heureux en ce moment, et que du coup, tout ça fait que ça donne envie d'explorer d'autres modèles. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez encourageant parce qu'on se dit, parce qu'effectivement, on l'a dit, le citoyen, c'est aussi on s'exprime par le vote dans les urnes, et donc de voir que ces questions climatiques, sociales sont de plus en plus intégrées par la majorité, c'est encourageant, et on se dit que bientôt, ce sera très mal vu de ne rien faire, quoi. Ouais, c'est là où on aura gagné, quoi. Exactement. Et puis en fait, au-delà de ne rien faire, il y a vraiment j'ai l'impression que les gens deviennent aussi beaucoup plus vigilants à discours sur le greenwashing. Exactement. Ouais. Et au-delà du green, je pense à la Convention citoyenne pour le climat qui a été absolument trahie, et où en fait, les gens ont fini, les gens qui ont participé, les citoyens ont fini par dire qu'ils donnaient 2,5 sur 10 au gouvernement dans l'ambition quant à limiter les émissions. C'est dommage, parce que c'était une bonne idée au départ. Mais en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça a montré que des gens qui, de base, n'étaient pas des militants climat ou des... qui étaient juste des gens qui avaient une grille de lecture normale, avec leur propre... avec leur propre domaine d'activité, qui avaient des métiers hyper différents. En fait, quand on leur donne des clés sur l'urgence climatique, ils sont capables d'arriver à des propositions qui sont non seulement hyper ambitieuses, en plus hyper cohérentes, et en fait qui sont pas timorées, quoi. Il y a eu des débats sur la semaine de 4 jours, il y a eu des débats, même si au final ça n'a pas été retenu, il y a eu des débats sur énormément de choses, sur l'interdiction d'extension de construction de nouveaux entrepôts dans les zones commerciales, sur plein de sujets sur lesquels normalement on vous dirait non mais attendez, la société est pas mûre pour ça, et en fait on se rend compte que si. Ouais, si on explique suffisamment, les gens sont capables de comprendre et d'analyser, quoi. Et j'ai eu un débat avec... parce que moi, j'ai repartagé la vidéo, ta vidéo, en la soutenant. J'ai eu un débat avec quelques personnes qui me disaient évidemment, moi, je suis pour ce genre d'action, mais j'ai peur que les personnes qui se sentent pas concernées, parce qu'il y en a encore, surtout sur l'industrie textile, qui est quand même un secteur, c'est compliqué, se braquent en voyant ça. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça, ou disent ça sert à rien au final? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Ouais, mais je pense que ça, c'est un problème récurrent et absolu. Je sais pas, je peux le voir, on a fait aussi des campagnes sur la question de l'aéronautique.
et où les gens qui sont dans le secteur, qui sont en plus des gens qui souvent, c'est des métiers passion, ils ont rêvé de ça étant gamin, ils se sentent hyper attaqués personnellement, en ayant l'impression qu'on les traite de meurtriers, ou d'un coup il y a quelque chose d'hyper émotionnel. Je pense que nous, ce qu'on peut faire à côté, c'est déjà replacer les choses là où elles sont, en disant que, je sais pas, moi je suis pas en train d'insulter les gens qui travaillent pour LVMH. Au contraire, je pense qu'il y a énormément de savoir-faire, qu'en plus c'est des métiers, on a beaucoup parlé de bullshit job, de trucs comme ça. Là, c'est pas ça en fait. Créer du beau, faire de l'artisanat, c'est pas un truc qui est méprisable, quoi. C'est plutôt un chouette but de vie. Et du coup, je pense que replacer les choses là où elles sont, en visant directement les responsables de ces industries-là et les gouvernements, qui sont celles qui sont à même de replacer les choses. En fait, ça c'est une des clés. L'autre clé, c'est d'impliquer les gens. En fait, de pas dire que nous, on arrive en tant qu'ONG ou qu'activiste en ayant toutes les solutions et en ayant des plans tout déroulés. Moi, c'est ce que je te disais, j'ai pas la réponse sur la question de ce que c'est la mode de demain, de quelle mode on pourrait réinventer. Je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi pour y penser. Et du coup, il y a une question de co-construction. Et après, la dernière chose, c'est de dire, en fait, on a fait énormément de démarches. On a utilisé tous les modes démocratiques classiques qu'on pouvait utiliser. En fait, on a fait beaucoup des pétitions, des marches, des rencontres avec les élus. On s'est impliqué dans des comités de consultation sur des politiques locales. On a un peu tout fait. Et en fait, on est dans une situation d'urgence où tout ça suffit plus et où on a besoin aussi. C'est un outil parmi d'autres, c'est un outil complémentaire, mais on a besoin aussi un peu de coups d'éclat comme ça pour marquer les gens et puis pour aussi parce que c'est des choses qui vont être prises médiatiquement, qui vont faire parler, qui vont faire qu'il y a des jeunes qui vont rejoindre les collectifs, pas que des jeunes d'ailleurs, mais c'est des choses qui vont permettre de donner un coup d'accélérateur à nos messages. Et c'est là où c'est vrai que c'est très compliqué. J'en parle régulièrement avec certaines de mes invitées où d'un côté il y a cette urgence-là que tu rappelles très bien. De l'autre, une transition quand il faut changer tout un modèle. Quand je pense à la fast fashion, qu'il va falloir changer tout le modèle économique, ça va prendre du temps. Et donc, c'est là où il va falloir réussir à combiner les deux, ces deux notions un peu contradictoires, où c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, clairement. C'est sûr que c'est absolument pas simple. Après, on a quand même des exemples historiques, politiques, de transition qui se passent très rapidement. Et la plus récente, la plus proche de nous, c'est l'histoire du Covid, avec un pays qui, du jour au lendemain, se transforme profondément, où on est capable d'arrêter toute l'économie, de mettre en place, même si c'est loin d'être suffisant, des mesures d'aide sociale à certains niveaux, et où, en fait, du jour au lendemain, le pays fonctionne hyper différemment. C'est vrai. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est pas un truc aussi dramatique. En fait, on n'a pas envie que les gens restent chez eux pendant des mois avec des confinements. C'est plutôt un truc joyeux, en fait. C'est de se dire... Là, on est dans un monde qui, a priori, rend pas tout le monde très heureux et qui contraint beaucoup, qui nous impose des destructions et des façons aussi de vivre qui sont pas celles qu'on aimerait, qui nous permettent pas de nous épanouir. Et du coup, comment on reconstruit autre chose ensemble. Bien sûr, de toute façon, ça a été prouvé 1001 fois que la consommation, que la société de consommation, ça ne permettait pas de nous épanouir non plus. C'est pas parce qu'on achète beaucoup qu'on sera mieux après, quoi. Donc, c'est vrai. Il faut changer un peu de paradigme, quoi. Qu'est-ce que vous avez prévu après cette action ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, l'idée, là, c'est vraiment c'est pas très sexy, de constituer un groupe de travail. Mais en fait, quand je disais réfléchir ensemble à quel futur on se donne, c'est de constituer un groupe de travail pour travailler sur ces questions de surproduction et des alternatives qu'on se donne. Et en ce moment, il y a des négociations qui ont lieu avec le gouvernement sur la question du textile. C'est un truc un peu technique qui s'appelle la filière responsabilité énergie des producteurs. Et il y a des négociations qui ont lieu en ce moment. Donc l'idée, c'est de profiter de ça pour leur mettre la pression et pour imposer des mesures. Il y a plein de... j'ai nommé le fait qu'on puisse imposer des volumes de production, qu'on limite le nombre de collections. Là, actuellement, il y a aussi tout un contre-récit à bâtir parce que le gouvernement se dore un peu la face avec la question du recyclage en disant non mais pas de souci, on va tout miser sur le recyclage, alors que en termes de nombre, je crois que c'est, même si on arrivait à imposer aux fabricants d'utiliser 40% de fibres textiles dans les vêtements aujourd'hui, ça diminuerait les émissions de CO2 seulement de
De fibres textiles recyclées. Ouais. Exactement. Okay. Ouais. Donc on est face à 6% de l'émission des quand bien même, c'est ridicule. C'est une solution à court terme, le recyclage. Exactement. Ça permet pas de... Et après, recyclage, c'est broyage. Et ça, on le répète pas assez. Enfin, recyclage, c'est un joli mot qui est sympathique à tout le monde parce qu'on se dit, c'est super, ma boîte en carton va être utilisée 600 fois. En fait, là, dans le cas des vêtements, c'est on fout les vêtements à la broyeuse. On détruit du coup toute la valeur sociale, esthétique du vêtement et on en fait des espèces de fibres bouillies qui vont surtout servir à l'isolation ou à produire des serpillères. Ouais, et puis il y a beaucoup de vêtements qui partent aussi à l'étranger, qui finissent dans des décharges à ciel ouvert au Ghana, qui polluent les sols, les rivières. Enfin, il y a un vrai sujet. Et puis le recyclage, encore une fois, pour moi, ça n'est qu'une solution à court terme. Effectivement, je pense qu'il faut mener en parallèle plusieurs choses, quoi. On peut pas tout miser sur le recyclage. Oui, exactement. Ouais. Oui, le recyclage, c'est une espèce de pansement, mais voilà, pansement en sur attendant, une plaie ouverte, quoi. Ouais. C'est ça. Là, donc, vous avez, tu as défilé et votre action visait les Fashion Week aussi. Est-ce qu'elles ont encore leur place, ces Fashion Week, telles qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'elles aient lieu encore? Mais j'ai pas trop la réponse à cette question. J'ai pas trop la réponse à cette question. Je me doute. Voilà, moi non, en fait, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que non, dans l'état dans lequel elles existent, avec cette espèce de truc on va faire plusieurs collections par an et d'une façon qui impose toujours un renouvellement avec à chaque fois des nouvelles matières, des nouvelles innovations, des décors aussi, des trucs absolument délirants. J'avais vu ces histoires. Arte avait sorti un très bon documentaire il s'appelait Fashion Apocalypse ou Mode Apocalypse, où il montrait des Fashion Week dans lesquels vous aviez des espèces de murs d'orchidées blancs qui étaient, je sais plus, des centaines de milliers d'orchidées qui étaient approvisionnées. On se souvient des arbres qui avaient été emmenés, je sais plus par quelle marque, je veux pas dire de bêtises. Enfin, ouais, c'est... Il y a un côté... Oui, il y a une prise de conscience sur ça. En tout cas, il y a une volonté de vouloir diminuer un petit peu l'empreinte, mais l'empreinte dans la forme de la Fashion Week, ok, c'est une chose de diminuer, de penser les décors différemment. Après, il y a aussi le fond, quoi. C'est-à-dire les vêtements qu'on défile et surtout, qu'est-ce que ça veut dire aussi de la société, ces Fashion Week. Exactement. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas de réponse binaire à cette question. Il y a un truc où les retombées économiques des Fashion Week, elles sont aussi pour l'instant hyper importantes. Il y a des emplois générés qui sont aussi en nombre important. Donc on peut pas tout balayer d'un coup, mais voilà, il y a toute une question de comment on repense ça pour en faire un truc. Moi j'étais assez impressionnée. J'avais jamais été à un défilé avant et j'en avais même pas vraiment regardé au-delà de quelques images à la sauvette. Et j'ai été vraiment impressionnée de la beauté du défilé au début, les 3 minutes où je suis restée. Je regrettais presque de devoir me lever. Et voilà, encore une fois, créer du beau, c'est pas un truc qu'il faut abolir, mais c'est comment on le crée dans un système qui est pas prédateur et qui promeut pas une espèce de course effrénée au renouvellement et une espèce de faste délirant quand on regarde après ce qui se passe en termes de conditions sociales. Ouais, bien sûr. Pour terminer sur des questions un petit peu plus personnelles, savoir un petit peu qui tu es, tout ça. À quel moment, toi, personnellement, tu as pris conscience des dérives sociales, environnementales de l'industrie textile ? Je pense que c'est un peu... j'ai eu une espèce de coup dur sur l'urgence climatique, je pense comme plein d'activistes, où d'un coup j'ai eu une espèce de paralysie mais en fait, c'est trop grand, quoi, ce à quoi on a à faire face. C'est une urgence qui est trop pressante, on va pas y arriver, nos systèmes politiques ils se transforment trop lentement. Et en fait, après, en allant creuser, on se rend compte que dans chaque secteur, vous avez des réformes profondes à faire et qu'il y a vraiment partout des trucs à transformer profondément. Et après, le textile, il y a toute la question, c'est un des secteurs les plus émetteurs de la planète, c'est un peu moins de 10% des gaz à effet de serre, donc il y avait un peu ce tropisme-là de dire, ok, c'est un des trucs les plus impactants, donc c'est quelque chose d'intéressant à aller explorer. Ok. Donc c'est plus sous l'angle activisme, quoi. En mode sur quel niveau je peux agir le plus rapidement possible, et avoir le plus d'impact, quoi. Qu'est-ce qui t'a d'ailleurs donné envie de t'engager comme ça? Parce que chacun fait des petits gestes à son niveau, mais après je trouve qu'il y a quand même un shift à avoir quand on décide de faire de la désobéissance civile, d'avoir ce genre d'action. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à prendre ce risque-là?
Moi, je pense que c'est vraiment comme plein d'activistes. Enfin, j'ai été indignée du canapé pendant hyper longtemps, et c'est un truc qui est hyper angoissant. Enfin, c'est en fait quand vous êtes face à des chiffres, face à des images d'incendies, de machins, et que vous pouvez rien faire, que vous avez l'impression que vous êtes complètement impuissant et que de toute façon les intérêts en force sont trop forts. C'est complètement paralysant et c'est hyper paniquant. Et en fait, moi, c'est vraiment par hasard, c'est une amie qui a fait un stage chez les Amis de la Terre, qui était une des grosses associations du mouvement climat, qui m'a amené à un apéro un soir avec d'autres gens, et puis je me suis engagée un peu comme ça. Et en fait, c'était vraiment une espèce d'énorme soulagement. D'un coup, j'avais l'impression de retrouver de la capacité à agir et de retrouver du pouvoir. Enfin, d'avoir un truc un peu d'action de groupe, aussi de parler avec des gens qui avaient cette espèce de même référentiel de panique et en même temps de transformation de ça en action. Sentir moins seul, du coup, aussi. Ouais, complètement. C'était vraiment hyper fort, je trouve, ce moment-là. Ok, c'est intéressant. Et quel est ton rapport avec la mode, les vêtements et comment ce rapport a évolué aussi, peut-être, à partir du moment où tu as pris conscience un petit peu des enjeux derrière tout ça? Moi, j'ai vraiment eu, de base, en tant qu'ado, j'ai vraiment eu une espèce de rapport très distant à la mode. Aussi parce que j'ai beaucoup récupéré des vêtements de... En gros, mes parents avaient des amis qui avaient des filles âgées de 5 ans de plus que moi. Et du coup, j'ai beaucoup récupéré des trucs de gens. Et quand j'ai été, un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire des jobs étudiants, à gagner un peu de l'argent, je me suis acheté des trucs, du coup, pas chers, parce que de toute façon, je pouvais pas trop acheter quoi que ce soit d'autre. Et du coup, là, j'ai eu une espèce de rapport plus... où pour le coup, dès que je voyais un truc que je trouvais joli, je me l'achetais. Et en fait, ça, c'est une phase qui m'est passée assez vite, parce que je pense que ça s'est bien calé avec toute la partie ensuite consommation, tout ça, qui m'avait un peu fait paniquer. Et aujourd'hui, j'essaye de le prendre beaucoup plus comme un truc qui me fait plaisir. Donc j'ai vraiment un rapport au toucher que je trouve j'aime beaucoup toucher des trucs. Et du coup, j'essaye de porter des vêtements qui font que je me sente bien. Il y a aussi tout un truc de... du coup, je vais beaucoup, moi, dans des fripes parce que c'est là que je me sens le mieux pour trouver des choses. Je fais pas mal d'échanges aussi avec des amis, tout ça. Et voilà. Ok. Non, mais c'est toujours intéressant parce que c'est vrai qu'il y a toujours la mode est très souvent, trop souvent malheureusement vue comme quelque chose d'hyper futile et tout, alors qu'en fait tout le monde s'habille, que ça dit énormément de la personne, peu importe le rapport qu'on a avec le vêtement. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu quelle relation on a avec sa garde-robe, quoi. Ouais, complètement. C'est sûr que c'est facile de d'écrire ça un peu comme un truc. Ouais. Mais même si on dit qu'on s'en fout, on s'en fout pas complètement. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'habiller. Donc, il y a un moment où on fait quand même des choix. Ouais. Donc, mais c'est toujours intéressant. Et alors, les dernières questions rituelles de fin. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi? Du coup, là, à mes amis / camarades activistes d'Alternativa, notamment, où on a vraiment un énorme groupe de femmes qui sont absolument plus merveilleuses les unes que les autres et dans lequel on prend aussi beaucoup soin les unes des autres. On se soutient beaucoup. Je sais pas, par exemple, sur toute cette histoire autour de l'action, il y a des femmes de ce groupe-là qui m'ont beaucoup aidée, par exemple en prenant le contrôle de mes réseaux à des moments quand j'avais trop de messages à gérer ou en me faisant des briefs sur certains sujets. Et c'est vraiment, c'est pareil, c'est des gens avec qui, moi, j'ai l'impression de vivre des trucs hyper forts, parce que quand on est en action, qu'on se retrouve en garde à vue, qu'on a des questionnements un peu existentiels sur OK, là, je suis en train de mettre en jeu, potentiellement, je vais me taper un procès, est-ce que ça va poser un problème avec mon employeur, avec n'importe qui? Il y a vraiment un truc de, on est un groupe, il y a pas que des femmes à Alternativa Paris, mais il y a quand même un truc un peu... une espèce de noyau cœur qui prend beaucoup soin les unes des autres. Très fort. Ouais, c'est chouette. C'est l'expression même de la sororité, du coup. Et quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi? Alors, moi, c'est marrant parce que c'est beaucoup quelque chose auquel je me suis pas du tout identifiée pendant très longtemps, qui a été un truc très distant où j'avais l'impression que... je pense que, en fait, j'en ai surtout entendu parler d'abord à travers un prisme un peu, à travers le courant un peu essentialiste qui était très les femmes, la nature, un rapport particulier, tout ça. Et en fait, il y avait cette histoire de
il y a un podcast à soi qui a sorti un podcast absolument fabuleux sur l'écoféminisme que j'ai trouvé ouf et dans lequel j'ai aussi beaucoup reconnu mes pratiques militantes à moi et celles de mon groupe. Et depuis, c'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'en fait, c'est un peu comme la fameuse phrase là, on n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est pas tant de dire que les femmes ont un rapport particulier à la nature, c'est plus de dire qu'on grandit dans des rôles sociaux qui font qu'on se fait plus imposer, on se fait plus éduquer des rôles qui sont dans le soin et qui sont y compris dans des soins des autres, soins de l'environnement, et où du coup c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on utilise ça comme une force. C'est vrai que dans les mouvements militants écologiques, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Ouais. Après, c'est aussi une nouvelle charge mentale pour beaucoup de femmes de dire il faut faire ça ici soi-même, il y a aussi tout cet enjeu-là, mais c'est vrai que l'écoféminisme est un prisme de lecture assez intéressant sur les rapports de domination aussi, sur la nature et sur les femmes qui sont les mêmes, effectuées par les mêmes personnes. Donc, c'est intéressant. Et alors, la dernière question, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Du coup, ça va encore être hyper cheesy. mais du coup, non, mais vraiment, j'ai envie de rementionner ces autres meufs d'Alternativa ou des Amis de la Terre où il y a beaucoup de femmes, pour la plupart jeunes, que je trouve tellement audacieuses et tellement brillantes et tellement qui sont aussi en fait des meufs qui normalement en termes de rôle social devraient pas pouvoir répondre à des députés comme elles le font, et qui sont vraiment brillantes dans toutes leurs interactions, dans la façon dont elles pensent et dont elles structurent leurs activités politiques. Et du coup, vraiment, moi, j'ai une espèce d'amour inconditionnel et absolu pour ces personnes-là. Je trouve qu'il y a plein de choses chez des amis et chez des camarades de lutte climat ou de lutte sociale qui sont hyper admirables. Ok, ce sont des beaux modèles en tout cas. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Merci à Marie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.